Le bureau des complots. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Peters. Bonjour Jacobs. Eh bien, pourquoi cette lampe de poche? Vous déambulez dans les couloirs dans l'obscurité? Oui, je me suis arrêté faire mon lacet là, et la minuterie a dû arriver au bout. Je me suis retrouvé dans le noir. Vous me rappelez mes premiers jours. Vous savez, ça arrive même aux meilleurs. Hein. Oh, Jacobs, vous ne trouvez pas que c'est bizarre quand même qu'on soit les seuls à bosser au sous-sol? Bizarre, non? Tranquille, oui. Hein. Pas de bruit, pas de collègues qui nous perturbent dans nos investigations. Je dirais même que ce sont des conditions idéales. Oui, mais pourquoi nous? Pourquoi ils nous ont mis ici? Vous croyez pas qu'on nous cache quelque chose? Je pense surtout qu'ils voulaient finalement qu'on soit bien à l'abri des oreilles indiscrètes. Jacobs, on est sous terre. Et qui bosse sous terre en général? Les taupes et les prisonniers. Et les archéologues aussi. Peut-être qu'on finira par découvrir un trésor enfoui sous la moquette. Ah, vous rigolez, mais vous avez remarqué qu'on a des badges pour monter à l'étage? Mais pourquoi personne d'en haut ne descend jamais ici? Peut-être parce que les gens ont peur des sous-sols et des coins sombres. Hein. Il y a tellement de légendes, vous savez. Cela vous inquiète pas, vous, qu'on soit mis au sous-sol alors? Bien sûr que non. C'est idéal ici, je vous dis. Et vous ne vous posez pas la question, hein? Pourquoi nos bureaux sont ici dans cette atmosphère humide et malsaine? Eh bien non, mon cher collègue, car j'ai la réponse à ces questions qui vous angoissent tant. Ah bon? Mais alors? Eh bien c'est moi qui ai fait la demande. Voilà tout. Ah bon? Bah dans ce cas... Dans ce cas, c'est un mystère résolu. Et il n'y a pas de conspiration. Allez, on écoute le répondeur, c'est bon, vous êtes rassurés? Ben oui, allons-y. Vous avez un nouveau message. Bonjour, le bureau des complots? C'est Solange de la Louvière. Dites-moi, il faut que je vous parle des vaccins. Voilà, j'ai une petite fille, et vous savez, comme tous les enfants, elle doit se faire vacciner contre la polio. Mais j'ai peur avec tout ce qu'on entend sur les vaccins. Je ne sais pas si je dois la faire vacciner. À ce qui paraît, on peut leur injecter des maladies comme la sclérose en plaques ou je ne sais quel truc horrible. Et si tout ça, c'est juste pour que les labos s'en mettent plein les poches et s'enrichissent sur notre dos? En fait, je sais pas trop quoi penser. Merci à vous de m'aider. Oula, voilà un sujet épineux. Vous imaginez, Jacobs, encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que les vaccins qui ont été injectés dans leur enfance ne sont que douleur et pleurs inutiles. Que les vaccins sont une supercherie. Oh, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis l'invention de la vaccination, il y a un peu plus de 2 siècles, les médecins ont bataillé pour faire admettre leur découverte et le bien fondé de la vaccination. Oui, c'est vrai, la suspicion et le complotisme ont toujours accompagné les campagnes de vaccination. Oui, et plus inquiétant encore, hein, lorsqu'on vous vaccine contre la rougeole ou la grippe, certains pensent que c'est une autre maladie qu'on vous injecte. Autisme, sclérose en plaques ou cancer, tout y passe. Sans parler des laboratoires pharmaceutiques qui en profitent pour s'enrichir. Pour les conspirationnistes, la vaccination n'est ni plus ni moins qu'une imposture médicale. Tout juste. Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut bien sûr tout reprendre depuis le début. Le bureau des complots. Alors Peters, comment tout cela a commencé? Eh bien, prenons pour point de départ le XVIIIe siècle, lorsque la terrible variole, aussi appelée à l'époque petite vérole, sévit dans tout l'Occident. Depuis la disparition des grandes épidémies de peste, la variole est le fléau du siècle des Lumières. 10% de la mortalité générale lui est imputable, toutes les couches sociales sont touchées, la reine Marie II d'Angleterre ou encore Louis XV en mourront, notamment durant ce siècle. Très contagieuse, la variole, c'est une horreur. La maladie débute par une fièvre et des douleurs intenses, puis se manifeste par une éruption de cloques purulentes. Elle tue un malade sur 5 et elle laisse la majorité des survivants défigurés par des cicatrices terribles, devenant même parfois aveugles. Face à ces ravages, tout le monde cherche un moyen de s'en prémunir. Mais à cette époque, il n'y a aucune notion d'hygiène. On ne connaît pas l'existence des bactéries ou des virus. On parle plutôt d'humeur et de fatalité. Mais certains voyageurs ont vent d'une nouveauté. Un procédé d'inoculation nommé pour le coup variolisation. La variolisation, c'est la méthode qui consiste à transmettre volontairement la variole d'un malade à une personne saine pour l'aider à se prémunir contre la maladie.
Oui, cela peut impressionner quand on est profane. Imaginez qu'on place un peu de pus du malade sur une scarification réalisée sur le sujet sain. Le but, c'est de provoquer une réaction immunitaire qui pourra ensuite protéger de la maladie. La méthode, connue depuis longtemps en Orient, en particulier dans l'Empire ottoman, est rapportée au début du XVIIIe siècle par l'épouse d'un ambassadeur anglais. Elle va devenir très populaire en Grande-Bretagne, puis en France. Oui, cette femme s'appelle Lady Montagu. La variole a tué son frère, elle-même est défigurée, et elle revient à Londres et s'angoisse pour la santé de ses enfants. Elle insiste alors pour que son fils et sa fille subissent cette variolisation venue d'Orient. C'est à Constantinople que Lady Montagu avait remarqué que les femmes des quartiers populaires la pratiquaient sur leurs enfants dès leur plus jeune âge, et cela semblait fonctionner. Dans la société stambouliote, cela faisait partie intégrante de la continuité des soins portés par les mères à leurs nouveau-nés. Nous sommes en 1721 et Lady Montagu parvient à convaincre un médecin de réaliser la variolisation sur ses enfants. Cet acte sans précédent entraîne alors un grand débat entre les pour et les contre, dans le milieu médical londonien tout d'abord, et puis partout en Europe. Les opposants à la variolisation sont nombreux, mais nous retiendrons comme fer de lance de ce mouvement un médecin français qui officie à Port-Royal, le docteur Philippe Eke. Personnage particulier, ce docteur Eke. Fervent chrétien, il soigne les malades de manière assidue et avec, dit-on, bonheur auprès des religieuses. À l'hôpital comme ailleurs, lui-même se soumet à un régime monacal, se vouant au jeûne et à l'abstinence. Mais oui, il a une vie des plus austères. Il mangeait très peu, dit-on, et ne buvait que de l'eau, disant que la nourriture était source de toutes les maladies. Il regardait évidemment le tabac comme pernicieux, mais la saignée à ses yeux restait l'idéal d'un bon traitement. Toujours est-il que ce Philippe Eke, c'est une sommité à son époque. Il est médecin à la cour de Louis XIV et pour lui, le nouveau procédé de la variolisation, apporté donc par Lady Montagu, n'est, je cite, qu'un remède de bonne femme importé des contrées nègres. Oui, terme qui évidemment est porteur du plus grand mépris et du racisme de l'époque. Dès 1724, Eke est donc l'un des plus virulents pamphlétaires anti-varioliques. Mais comme la variolisation suscite un réel intérêt dans la noblesse, n'oublions pas que tout le monde enterre ses proches à cette époque, le docteur Eke va donc s'attaquer à la manière dont on pratique cet acte et va pointer le manque de recul scientifique et l'amateurisme de ses confrères qui inoculent la variole. Alors c'est très concret, Il demande sur quels critères sélectionner et doser le pus du donneur. Eke et ses amis qui s'opposent à cette pratique estiment que l'inoculation d'une variole artificielle n'est pas sans conséquences. Il y a des plaies, des complications multiples. Selon lui, on scarifie la peau inutilement. Et puis c'est vrai qu'effectivement il y a des morts parmi les inoculés, et ce dès le début de la pratique. Ce qui explique que les anti-variolisations sont parfois véhéments. Certains médecins qui pratiquent la variolisation se font menacer ou même lyncher. Et selon ses détracteurs, si on ne peut pas attraper la variole avec la variolisation, c'est l'infection à coup sûr. Certains pamphlets l'assimilent même à un crime. Oui, on peut lire des choses comme, je cite l'un de ces pamphlets, grâce à cette variolisation, le père qui voudra tuer des enfants ou sa femme, y trouvera une belle occasion, de même que la fille mère qui cherche à avorter. Et puis s'ajoutent les arguments de bonne mœurs, car la variole est aussi nommée la petite vérole, pour l'apparenter à la grande vérole ou syphilis, la maladie sexuellement transmissible la plus répandue à l'époque. On le comprend, donc la variole est associée à des comportements entre guillemets déviants. Et par voie de conséquence, la variolisation est accusée de permettre l'indécence et donc une prise de distance avec la religion. Et c'est vrai en plus. L'inoculation permet aux femmes de porter des robes sans corset durant la période d'incubation, car la variole, même atténuée, provoquait souvent de la fièvre et des sueurs.
Les robes plus amples, sans corset rigide, facilitaient donc la régulation de la température corporelle et permettaient à la peau de mieux respirer. Les voilà donc en tenue peu recommandable, mais en plus les voilà qui s'éloignent de l'église. Les variolisés sont exemptés de messe ou de carême car ils doivent subir un régime strict et l'isolement. Cette pratique est par conséquent très mal vue par un grand nombre de prêtres. Ecquet, toujours lui, rappelez-vous très religieux, oppose la variole naturelle, œuvre de sagesse, dit-il, à l'artificielle qu'il nomme œuvre du hasard. Selon lui, l'inoculateur, je cite, détourne les organes que le Créateur avait destinés à ses desseins vers des fonctions contre nature. Et puis arrive l'argument de l'argent. En contournant la faculté de médecine et en faisant de l'inoculation une pratique domestique et de salon, elle assure la fortune de médecins courtisans. Oui, on a des chiffres. En France, une inoculation coûte, par exemple, 25 louis d'or, ce qui est énorme. C'est l'équivalent de 6 années de travail au champ, quand même. Et en plus, s'il faut rester isolé et ne pas travailler pendant un long moment, eh bien, on comprend que ça n'est pas à la portée de tout le monde. Cette pratique est donc une affaire de riches. Encouragée par des philosophes athées et dépravés, Voltaire par exemple est l'un d'entre eux, la cause est donc entendue. Pour autant, le débat pour ou contre, la variolisation n'est pas tranché. La pratique est tolérée, mais aucune obligation n'est édictée. Dans les années qui suivent, pourtant, les antivariolisations vont perdre peu à peu en influence. Les cliniques d'inoculation fleurissent dans toute l'Europe. Et après l'inoculation de la famille royale française en 1774, le débat s'apaise. Mais j'ai une réflexion, Jacobs. Nous sommes censés répondre à Solange sur la vaccination et on n'a pas encore employé le mot vaccin. Ah, vous voilà bien impatient. Mais c'est parce que la variolisation, c'est le début des pratiques d'immunisation qui précèdent la vaccination, justement. Autrement dit, c'est parce que le vaccin n'a pas encore été inventé que nous n'en avons pas encore parlé. Mais rassurez-vous, nous y arrivons. En tout cas, nous commençons à comprendre qu'un chemin de défiance existe depuis le début dans cette affaire, avant même que le mot vaccin n'apparaisse donc. Eh oui, mais c'est parce que cela a été une révolution médicale. Imaginez donc qu'au lieu de fuir un malade comme il paraissait totalement logique, on prenait son pouls pour se le mettre sous la peau. Décidément, cette histoire de vaccin est proprement fascinante. Et il me tarde que nous nous injections la suite. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Et les États commencent même à développer une politique de santé publique. Les populations en proie au doute révèlent alors une nouvelle tendance, la défiance envers les autorités sanitaires. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et tout commence avec la découverte stupéfiante d'un médecin de campagne anglais qui va changer la donne. Il s'appelle Edward Jenner. Il vient du comté de Gloucester, c'est au sud-ouest de l'Angleterre. Scientifique, naturaliste, biologiste et médecin, il est considéré comme le père de l'immunologie. La grande qualité de Jenner, c'est qu'il aime par-dessus tout les expériences. Pour lui, il faut en permanence chercher, en permanence tester. Son leitmotiv, ne croyez pas, essayez. Et c'est certainement cette ouverture d'esprit qui lui a permis de remarquer un phénomène pour le moins intéressant. Un jour, en battant sa campagne anglaise, Jenner observe que les fermières qui traient les vaches contractent une maladie très semblable à la variole, mais en moins virulent. Et surtout, qu'elles n'en meurent quasiment jamais. Il suit donc cette piste. En 1793, Jenner tente d'inoculer un enfant avec la variole des vaches, dont le nom savant est Variola vaccina. Une maladie jugée donc moins dangereuse, et ce faisant, il va découvrir la vaccination. Ah mais oui Jacobs, c'est donc de vache que découle le mot vaccin. Un mot qui vient de vacca, qui veut bien dire vache en latin, et donc de la vaccine bovine. Tout à fait, et cette première vaccination, c'est une réussite. Alors il va plus loin, il invente une méthode qui consiste à utiliser l'enfant immunisé pour vacciner d'autres personnes de bras à bras, et ça semble, là encore une fois, fonctionner. Rapidement célébré dans toute l'Angleterre, Jenner obtient des subventions. Et au tournant du 19e siècle, la mortalité due à la variole est divisée par 10. D'abord à Londres et puis à Paris.
une spectaculaire avancée médicale. Dans le même temps, on cesse peu à peu d'inoculer à l'ancienne. Des fioles de vaccines, comme on dit à l'époque, traversent alors les océans pour gagner l'Inde ou encore l'Amérique. La variolisation était un geste réservé à ceux qui en avaient les moyens. Mais là, ça change. Une immunisation à la charge de l'État est désormais en marche. Napoléon, par exemple, fait vacciner son armée, les malades à l'hôpital et même les pauvres qui sont sans le sou. En Bavière, la première loi d'obligation vaccinale est votée en 1807. C'est alors que les vaccinophobes, c'est le terme utilisé à l'époque, vont faire leur entrée en scène. Mais pas forcément avec les arguments que l'on aurait pu attendre, c'est-à-dire en reprenant le discours des anti-variolisations. Et non, car c'est justement chez les médecins pratiquant la variolisation que vont se trouver les vaccinophobes les plus véhéments. Et si on peut tout de suite imaginer qu'ils cherchent à protéger leur business, eh bien, l'argument se retourne aussi. Et oui, car selon les vaccinophobes, les charlatans de la vaccine promettent, aux frais de l'État, de sauver le monde, mais poursuivent en fait un tout autre but, s'enrichir aux dépens de la population. C'est certain, l'inoculation avait fait ses preuves depuis plus de 80 ans. Et ces experts rodés à la pratique considèrent avoir affaire à une nouvelle supercherie médicale. Ces vaccinophobes, ils sont nombreux. Et pour incarner ce mouvement, je vous propose, mon cher collègue, de nous concentrer sur un médecin britannique, le docteur William Rowley, car lui, il formule tous les arguments anti-vaccins de l'époque. Ce docteur Rowley, il est né à Londres, mais il a des parents irlandais. Élevé pour être chirurgien, il obtient rapidement une place dans les services royaux, tout en poursuivant ses études. Pourtant, un litige administratif concernant sa nationalité irlandaise l'empêchera, après des années, d'obtenir le diplôme final de médecine de l'université. Ça sent la revanche, mais attention, Rowley est malgré tout un homme de terrain et pratique l'inoculation comme ses confrères chevronnés. Et il avance que les vaccinateurs, hommes d'église ou officiers de santé publique, ne sont, je cite, que de simples novices dans l'art de guérir. Rowley considère la vaccination universelle comme un projet fou. Il se plaint ainsi de la censure que la presse et le gouvernement exercent contre les arguments anti-vaccins et surtout du nombre de morts qui suivent la vaccination. Il publie du coup lui-même des recensements de la mortalité post-vaccinale. Et puis à ces chiffres, il ajoute un argument fantastique. Rowley va habilement souligner l'origine animale du vaccin, rappeler qu'un transfert de fluide bovin à l'homme ne peut se faire sans conséquence, suscitant tous les fantasmes pour brandir un nouveau péril, la minotorisation, allusion au minotaure de la mythologie grecque, enfermé dans le labyrinthe par le roi de Crète, Minos. La lymphe prélevée sur les vaches est considérée comme impure et créerait, selon Rowley, des monstres mi-hommes, mi-taureaux, comme le minotaure donc. Cette idée qui frappe l'imaginaire va être reprise partout. On dit ainsi que les cornes peuvent pousser sur le crâne après avoir été vaccinés. Dans un de ses pamphlets, William Rowley illustre ses attaques verbales avec une gravure en couleur qui représente un enfant chez qui la vaccination, comme il dit, provoque l'apparition de tumeurs. Le visage de cet enfant paraît se déformer et prendre en quelque sorte la forme d'une vache. S'il est saisissant, l'argument de la minotorisation sera finalement trop surnaturel pour durer et va laisser peu à peu la place à une autre accusation. La perte de pureté de la race. Un thème que l'on retrouve dans les discours nationalistes très en vogue à l'époque. Quand ce n'est pas la dénonciation d'empoisonnement pur et simple qui a avancé. Parce qu'il est facile d'aller sur ce terrain quand les accidents sont toujours nombreux. N'oublions pas que l'on vaccine de bras à bras, c'est très aléatoire, les conditions d'hygiène ne sont pas réunies et évidemment, cette pratique peut tuer ou rendre très malade. Oui, et puis il y a aussi le marché noir. Des cas de fausses vaccines sont aussi rapportés, qui n'offrent aucune protection face à la maladie, voire même qui peuvent empoisonner. Et aussi, plus grave encore, pour les vaccinateurs, il leur faut un temps pour se rendre compte qu'il existe une dégénérescence des souches vaccinales. En clair, quand on prépare des vaccins au début, on n'a pas compris qu'ils ont une date de péremption. Résultat, les morts vaccinés avec de faux produits ou des vaccines moins efficientes sont fréquents. Pour ne pas paniquer et détourner les populations de la vaccination, les autorités dissimulent souvent ces données macabres, ce qui alimente évidemment le doute sur leur honnêteté. Et c'est aussi cela qui va faire le lit des vaccinophobes. Ils vont de plus, et ça c'est très étonnant pour l'époque,
internationaliser le débat avec une étonnante efficacité. Leurs arguments vont faire le tour du monde. C'est tout un réseau d'informateurs qui se met en place rapportant les moindres incidents. Les uns reprenant les arguments des autres, y ajoutant une touche personnelle pour revenir plus fort. Les écrits de Rowley, qui recensaient la mortalité post-vaccinale, sont ainsi sans cesse réédités, réactualisés aux 4 coins du globe. Et ce n'est qu'un début. Avec les découvertes de Pasteur et de Koch, pensez au bacille de la tuberculose, les décennies à venir vont voir la vaccination s'étendre à d'autres maladies. De nouveaux combats en perspective pour les vaccinophobe. Entre 1860 et 1864, le pionnier de la microbiologie Louis Pasteur, le célèbre inventeur du vaccin contre la rage, démontre que notre monde est peuplé d'organismes microscopiques qui vivent, meurent et se reproduisent. Ces travaux vont entraîner une révolution de l'invisible. On ne considère plus les infections comme quelque chose d'insaisissable, mais bien comme le résultat de la contamination par un micro-organisme particulier. C'est la nouvelle théorie des germes, qui suppose donc que la variole, la rage ou la grippe ont aussi une origine vivante microscopique. On fantasme aussi sur ce nouveau monde infiniment petit. On espère, par exemple, à l'époque, trouver le microbe responsable du rhumatisme, de la goutte, de l'indigestion ou même de la faiblesse nerveuse. La microbiologie est un véritable séisme dans la culture médicale. Et donc, les médecins sont priés de croire leurs collègues scientifiques enfermés dans leur tour d'ivoire. Et vous vous en doutez, cela ne va pas se faire sans résistance. D'autant plus que des microbiologistes comme Pasteur sont devenus de vraies vedettes qui obtiennent des budgets de recherche très importants de la part de l'État. Ils ouvrent des instituts dans plusieurs villes et sont finalement à la tête de grandes entreprises scientifiques. Pasteur est même surnommé le chimiste financier. Les contradicteurs de Pasteur sont extrêmement nombreux, sceptiques envers les découvertes faites en laboratoire et critiques du pouvoir que cela confère. Continuant sur la même lancée que leurs prédécesseurs, ils notent et publient tous les accidents sanitaires que les autorités, préfèrent taire. Prenons juste un exemple, l'affaire Jules Rouillet. Ce jeune homme vacciné contre la rage en octobre 1886 meurt un mois plus tard. Le cas fait grand bruit et une autopsie est ordonnée pour mettre fin à la polémique concernant la cause de son décès. Elle est confiée à un certain docteur Brouardel, qui est un ami de Pasteur et qui conclut à une mort par insuffisance rénale. Mais on sait aujourd'hui que le rapport du laboratoire a été falsifié. Jules Rouillet avait bel et bien la rage, une information dissimulée à l'époque. Dans le livre Antivax, Histoire de la résistance au vaccin de François Salvadori et Laurent-Henri Vigneault, que j'ai sous la main là, Jacobs, les auteurs rapportent le témoignage d'Adrien Loire, neveu et assistant de Pasteur, selon lequel Brouardel, donc le fameux médecin, aurait déclaré, attendez, je cite... Si je ne prends pas position en votre faveur, c'est un recul immédiat de 50 ans dans l'évolution de la science. Il faut éviter cela. Oui, une citation qui illustre bien les tensions entre la rigueur scientifique, les enjeux éthiques et les pressions liées aux progrès médicaux de l'époque. En tout cas, cette dissimulation a été propice à cultiver la paranoïa. Et puis, il y a une nouveauté aussi dans ce milieu du 19e siècle. C'est l'arrivée des lobbies anti-vax. Et oui, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est une conspiration. Le bureau des complots, t'as leur numéro ? Au milieu du 19e siècle, l'Angleterre est le seul pays à se doter d'une législation contraignante sur la vaccination. En réaction, de véritables lobbies anti-vaccins émergent. Ce sont de puissantes ligues qui organisent des manifestations, assurent la défense en justice de ceux qui sont accusés de contourner l'obligation vaccinale, et puis ils organisent aussi des quêtes pour payer les amendes. À cette époque, des agents des bureaux de santé sont chargés de veiller à la vaccination des nouveau-nés. Ils sont surnommés les chasseurs de bébés. Les ennemis de la vaccination donnent de faux noms ou une fausse adresse au moment de l'accouchement. Ils déclarent un enfant déjà vacciné pour un autre ou appliquent des cataplasmes pour annuler tout simplement l'effet du vaccin.
Et dans certains bastions anti-vaccination, comme dans la région de Manchester par exemple, des juges signent des certificats d'exemption à la demande, faisant chuter localement la couverture vaccinale en quelques mois de 90% à 2%. Certaines villes abolissent même purement l'obligation vaccinale. C'est donc des réelles victoires pour les lobbies anti-vaccins. Et c'est ainsi que jusqu'au début du XXe siècle, les combats entre pros et anti-vaccins vont faire rage. Oh, vous faites de l'humour, Jacobs. Mais la Première Guerre mondiale va porter un coup dur aux vaccinophobe. Oui, car dans l'armée, on se vaccine sans discuter. Avec la mobilisation de 70 millions d'hommes au cours du conflit, la couverture vaccinale augmente considérablement. Elle atteint par exemple 90% en France avec le vaccin de la typhoïde qui vient d'être découvert et la mortalité est divisée par 3. Et au sortir de la guerre, la grippe espagnole qui aurait emporté jusqu'à 100 millions de personnes dans le monde, selon des évaluations récentes, laisse des familles endeuillées qui regrettent de ne pas avoir eu accès à un vaccin. On pourrait penser la cause des anti-vaccins alors perdue, mais au XXe siècle où la chimie promet de changer le monde, un vaste mouvement de retour au naturel va faire son apparition. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Oui, la révolution industrielle s'accompagne de la pollution. Les conditions de travail difficiles, l'environnement vicié favorisent des maladies telles que la tuberculose qui sont en pleine explosion. Certains médecins se replient alors vers des théories mystico-naturalistes et rompent définitivement avec la médecine officielle. C'est le cas de celui qui, encore aujourd'hui, est considéré comme le père de l'antivaccinisme. C'est un Français du nom de Paul Carton. Oui, c'est un personnage important qui inspire encore, c'est vrai plus d'un siècle plus tard, nombre de thérapies dites alternatives et nourrit les arguments d'antivax contemporains qui le qualifient tout simplement de visionnaire. Paul Carton est né en région parisienne en 1875 dans une famille bourgeoise et il a une faible constitution. Il est myope, il porte un corset de cuir et d'acier jour et nuit à cause d'une scoliose. Et malgré ses handicaps de départ, il est pugnace et parvient à faire médecine. Son état de santé reste précaire, mais Paul Carton obtient son diplôme et intègre l'Institut Pasteur de Paris, puis est nommé chef de laboratoire. C'est alors qu'il contracte la tuberculose. Il est envoyé en sanatorium. Il a alors 30 ans. C'est là qu'il va avoir ce qu'il appelle une révélation. Il lui paraît évident que la médecine fait fausse route en se reposant sur la chimie et les médicaments. Rien ne vaut la nature et une vie saine selon lui. Quand il sort du sanatorium 3 ans plus tard, il a la ferme intention de diffuser ses idées. La théorie de Carton est la suivante. Avec les vaccins, les faibles survivent. On s'oppose donc à la sélection naturelle et on contribue à la dégénérescence de l'humanité. Carton ajoute aussi une condamnation morale assez étonnante, ne niant du coup pas l'efficacité des traitements. Il dit, je cite, « Le malade soigné à coups d'aiguille et de pilules guérira trop vite et pourra donc continuer de mener une vie malsaine. Le vaccin, un passeport pour la vie sans morale, quoi. » Carton écrit et publie plus d'un livre par an jusqu'à sa mort en 1940. Il faut bien comprendre qu'il devient le maître à penser de toute une nouvelle génération d'adeptes des soins alternatifs naturels. C'est un véritable élan qui donnera naissance à la culture écologiste dans la seconde moitié du XXe siècle à la faveur du retour à la nature, du New Age et des médecines douces que l'on retrouve aujourd'hui. En attendant, l'offre vaccinale n'en finit plus de se développer. Les vaccins contre la coqueluche et la diphtérie arrivent en 1923, contre la tuberculose en 24, fièvre jaune et typhus c'est en 32. La variole, qui avait été un sujet de lutte pour les antivax sur presque 2 siècles, est déclarée éradiquée officiellement par l'Organisation mondiale de la santé en 1979. Les ligues anti-vaccins des différents pays réfutent bien entendu la victoire du vaccin sur la variole, préférant y trouver des raisons plus naturelles. La maladie aurait disparu d'elle-même, grâce notamment à l'hygiénisme, mais ils vont avoir un nouvel argument, l'avidité des laboratoires devenus surpuissants. Depuis la découverte des vaccins, chaque pays dans son coin gérait ses stocks et ses besoins. Mais à partir des années 70, ce rôle est confié à l'OMS. Du coup, entre les années 70 et 90, il y a un important mouvement de concentration de la production de vaccins à l'échelle mondiale. L'industrie pharmaceutique ne cesse de se développer et conduit peu à peu à la fin d'une fabrication nationale des vaccins et à un basculement du secteur public vers le secteur privé.
Deux grands groupes qui négocient alors directement avec l'OMS. Pour l'antivaccinisme, l'ennemi prioritaire n'est plus le législateur ou le médecin, c'est le laboratoire privé. C'est lui qui impose ses recherches, ses brevets et donc son modèle économique. Alors, inutile de faire un dessin, hein. C'est évidemment l'avidité de l'industrie pharmaceutique qui est mise en cause là. Et pour illustrer cela, nous allons prendre le célèbre cas du vaccin contre la rougeole et sa supposée relation avec l'autisme. Cette histoire a fait le tour du monde suite aux révélations d'un médecin anglais du nom d'Andrew Wakefield. Ce chirurgien, gastro-entérologue, a alors 31 ans quand il publie en 1998 un article dans l'incontournable revue médicale The Lancet. Cet article, coécrit avec 13 signataires, révèle que chez 12 enfants de 3 à 10 ans, il a observé un nouveau syndrome qui associe des troubles intestinaux et des problèmes comportementaux chez les enfants, des symptômes assez proches de l'autisme donc. Les auteurs précisent toutefois que le lien n'est pas prouvé et invitent à poursuivre les recherches. Mais Andrew Wakefield, lui, est confiant. Il donne une conférence de presse et enregistre pour la télévision des vidéos anxiogènes qui militent pour la suspension du vaccin. À ce moment-là, les 13 co-signataires de l'article le lâchent. Wakefield s'envole vers les États-Unis et son discours devient de plus en plus alarmiste là-bas. Ces révélations font l'effet d'une bombe, il est reçu partout et obtient le soutien de stars d'Hollywood tels que Jim Carrey dont l'accompagne un enfant autiste. Oui, c'est Jennifer McCarthy qui est suivie d'ailleurs par des millions de followers sur les réseaux sociaux, une actrice, une figure de la télé-réalité et on peut la considérer comme la chef de file aux États-Unis du mouvement anti-vax à travers une organisation qui s'appelle Green or Vaccine. Autre star hollywoodienne, Robert De Niro, dont la fille est autiste, il est lui aussi allé de son côté sur les plateaux télé répéter que le vaccin contre la rougeole provoque l'autisme. Et cette théorie, portée par ces célébrités, fait le tour du monde. La couverture vaccinale contre la rougeole recule dans beaucoup de pays. Par exemple, elle chute de moitié dans certaines zones de l'Angleterre. Mais étant donné l'importance des révélations de Wakefield, des journalistes se lancent dans une contre-enquête. Et là, surprise. Eh oui, Jacobs. On apprend que d'un côté, Wakefield avait en parallèle déposé un brevet pour un vaccin alternatif contre la rougeole. Et de l'autre, et c'est plus incroyable encore, il aurait touché plus de 700 000 $ d'une association anti-vax. Il s'avère même que Wakefield a falsifié les résultats, recruté les enfants dans des familles de la mouvance anti-vaccin, maquillé ou déformé les déclarations des parents sur la chronologie d'apparition des symptômes, et que ces enfants ont subi des maltraitances. Mais Wakefield est tenace. Aux États-Unis, il continue son combat en toute liberté et il bénéficie toujours de nombreux soutiens. En 2016, il sort même un film pour confirmer sa thèse, un documentaire intitulé Vaxxed. Ce film connaît une large diffusion aux États-Unis, en Europe et en Chine et dénonce la collusion qui peut exister entre l'État et l'industrie pharmaceutique. On va s'y intéresser maintenant. Le bureau des complots. C'est la théorie la plus importante de nos jours. Les Big Pharma s'engraissent sur le dos de nos vaccinations. Plusieurs événements ont cristallisé cette pensée et ici, nous pouvons prendre pour premier exemple l'épisode de la grippe H1N1 survenue au printemps 2009, tout d'abord au Mexique. Une épidémie fulgurante, on parle rapidement de 59 morts pour 854 cas rien qu'à Mexico City. On prend peur car le virus s'étend rapidement et le monde entier tente de parer à l'urgence. Bref, c'est la panique et en vertu du principe de précaution, de nombreux pays vont dépenser énormément pour se constituer des stocks gigantesques de vaccins afin de se prémunir contre ce virus. Mais la maladie ne dure pas. Surnommé finalement grippette, le virus H1N1 disparaît à la fin de l'été et laisse un grand sentiment de suspicion sur l'utilité d'une vaccination. Car, de fait, on n'a pas eu le temps de vacciner les gens et malgré cela, le virus a disparu. Et ce sont des millions qui auront été dépensés dans des vaccins donc qui n'ont jamais servi. Et pour ne rien arranger, les patrons de Big Pharma n'ont pas caché leur avidité. Oui, un exemple chez Sanofi, le leader mondial de la santé, spécialisé dans les médicaments, les vaccins et les biotechnologies.
Son PDG, Chris Vibarer, dans une interview donnée à Reuters en pleine épidémie de H1N1, parle de son vaccin, je cite, j'ai l'article ici, comme une opportunité significative en termes de revenus, un joli coup de fouet à court terme pour le chiffre d'affaires et le cash flow. Oui, vous le comprenez, l'industrie pharmaceutique n'est pas philanthrope. Mais H1N1, c'est un peu comme si c'était un galop d'essai avant la crise sanitaire qui nous a tous marqués. Le Covid, bien sûr. Ben oui. Et là, il y a eu une nouveauté. Nous avons été confinés, nous avons eu peur pour nous et nos proches. Et puis au bout de quelques mois est arrivé le vaccin. Et cela a été la bascule. D'abord, le terme anti-vax, que peu d'entre nous connaissaient, c'est vrai, était sur toutes les lèvres. Les pro-vaccins et les anti-vax se sont affrontés à la télévision, dans les repas de famille, avec une agressivité rare, rappelez-vous, induite par la crise sanitaire et surtout le climat anxiogène de l'épidémie. Et là, le vaccin est apparu comme la solution pour sortir du cauchemar pandémique. La promesse était simple, se faire vacciner, c'était retrouver sa liberté. On parlait de sésame, de retour à la normale, de protection collective. L'ironie, c'est qu'on a rapidement déchanté. Certes, les vaccins protégeaient bien contre les formes graves, là-dessus il n'y a jamais eu doute, mais là où beaucoup se sont sentis floués, c'est qu'ils n'empêchaient pas vraiment la transmission. Et oui, alors on a ensuite parlé de nouvelles injections à faire régulièrement, et heureusement l'épidémie a cessé de se propager et de tuer, mais pendant ce temps-là, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tous ces laboratoires ont fait des bénéfices records. Et la confiance, elle, s'est effritée. En tout cas, le vaccin contre le Covid a révélé une polarisation incroyable au sein de la société. Et il a nourri un foisonnement de théories du complot comme on en avait rarement vu. On a tout entendu, y compris des thèses délirantes comme l'idée que le vaccin servait en réalité à injecter des puces 5G pour contrôler la population. Mais si on y réfléchit bien, cette idée n'est-elle pas la version contemporaine de la minotorisation de James Rowley, l'une des figures fondatrices de l'antivaccinisme, qui, rappelez-vous, pensait que la vaccination créerait des monstres, mi-hommes, mi-vaches. Quelle formidable analogie, Peters. J'ai l'impression que vous venez de boucler la boucle. C'est le signe qu'il faut conclure. Depuis leur découverte, les vaccins ont toujours fait peur. La variolisation, la vaccination, les découvertes scientifiques depuis Pasteur ont été à chaque fois la cible de critiques et de doutes. Le plus souvent confrontés, il faut le dire, par pas mal d'accidents sanitaires. Et ce qui est flagrant, Jacobs, c'est que l'antivaccinisme est le fruit d'une accumulation historique. À l'époque où la médecine balbutie, ce sont les pratiques médicales qui sont mises en cause. Un siècle plus tard, quand les États modernes mettent en place des politiques de santé publique, la méfiance conteste cette autorité nouvelle. Et quand notre civilisation s'industrialise, c'est en réaction à une vague naturaliste qui s'empare du sujet. Au progrès spectaculaire de la science s'affirme une approche écologique de notre rapport au vivant. Et quant à la fin du XXe siècle, la mondialisation crée la concentration du secteur pharmaceutique en quelques groupes multimilliardaires, une vague de défiance apparaît quant à leurs réelles intentions. Pour ne rien arranger, les patrons de Big Pharma ne cachent pas leur avidité. Mais de toute façon, mettre des chiffres d'affaires en avant ou des statistiques de santé n'est pas ce qui compte le plus pour les antivax. L'antivaccinisme répondrait plutôt à des réflexes, d'abord émotionnels avant d'être intellectuels. Les antivax opposent leur liberté individuelle à la santé publique. Et pour répondre à Solange, qui nous a laissé un message sur le répondeur pour savoir si elle doit vacciner son enfant ou non, que lui dire alors, Jacobs ? Eh bien déjà qu'il y a en Belgique une obligation, c'est le vaccin contre la polio. Ensuite, pour les autres, il faut en parler avec son médecin et puis un petit conseil de lecture peut-être. Antivax de Françoise Salvadori et de Laurent-Henri Vigneault qui retrace l'histoire des opposants au vaccin. Eh, bonne idée. Les auteurs rappellent que la vaccination permet de protéger une communauté entière. Alors oui, vous allez croiser des antivax qui se féliciteront de ne pas avoir eu besoin d'une piqûre. Mais ils oublient qu'ils sont aussi protégés par la masse des vaccinés. Quand une maladie a disparu des radars, on peut penser à la polio ou à la rougeole. On oublie sa contagiosité et les ravages qu'elle a entraînés. Finalement, ce que les politiques de santé publique recherchent, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire un niveau de couverture vaccinale suffisant pour limiter ou éradiquer l'expansion d'une maladie. Mais finalement, Jacobs, au bureau des complots, nous avons découvert que le plus grand ennemi du vaccin, c'est son efficacité. C'est votre maxime du jour ? Eh oui, piquant, non ? Je ne suis pas sûr d'être encore immunisé contre votre esprit, mon cher Peters.
Allez, à très vite pour une nouvelle conspiration. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Non, faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs. À votre service.